Japan Expo est devenu au fil des années un des événements les plus marquants du début de l'été, et comme chaque année il fut riche sur tous les plans, en termes notamment de J-Music, mais également d'exposants connus de la geekosphère française. Déjà, Japan Expo depuis que c'est à Villepinte, c'est une convention énorme. On voit que chaque année ça grandit, mais peut-être que là on atteint une espèce de taille critique. J'ai l'impression que c'est à peu près la même taille que l'année dernière. Par rapport aux autres événements, on dirait que c'est Japan Expo, c'est différent. C'est à plein de niveaux. C'est une espèce d'énorme rassemblement qui rassemble des gens de toute l'Europe et qui, pendant un temps très court, proposait un max d'activités. C'est vrai que c'est incomparable, hein. Il n'y a vraiment que Japan Expo de tel en Europe. C'est de loin le plus grand salon de cet acabit, de ce concept. Après, avec les autres années, je pense que cette année encore, ils ont fait le plein. On connaîtra les chiffres dans quelques jours certainement. Mais ça ne désemplit pas. Et puis on voit les mêmes personnes en fait qui viennent depuis 10 ans. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a notre fidélité de la part des visiteurs. Les gens sont vraiment super cool, passionnés par que ce soit les mangas, les comics, il y a la Comic Con et aussi forcément les jeux vidéo. Et nous, toutes les personnes qui sont passées là depuis jeudi, donc sur 4 jours, sur le stand de Gameblog, c'est que du bonheur quoi. Ils viennent avec le grand sourire, ils adorent Gameblog, ils adorent les jeux vidéo et on parle entre passionnés. Et moi c'est ça que j'apprécie vraiment à Japan Expo, c'est d'avoir comme ça un super événement où on peut se retrouver entre fans. Ça n'a rien à voir avec un E3, un TGS ou une Gamescom où là c'est l'E3 c'est un salon professionnel. On découvre les jeux, mais là on découvre surtout les gens et ceux qui y jouent. Et ça c'est vraiment cool. La Japan Expo, c'est grand, c'est vraiment grand. Ce qui est bien, c'est qu'on voit plein de monde. Ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément d'activités. Ce qui est moins bien, c'est cher. Je trouve que c'est un peu cher. Tout est cher. Tout est pas forcément extrêmement bien organisé. C'est très bruyant. Voilà, c'est un très gros événement. Hein. C'est tout simplement, je crois que c'est un des plus gros d'Europe. Mélangé en plus à la Comic Con, ça devient vraiment gigantesque. Maintenant, si tu veux, j'aime bien moi les événements un peu plus intimistes, où on a plus le temps de rencontrer les gens, où on n'est pas pressé, où on n'est pas obligé de faire 2 heures de route tous les matins dans les bouchons, les trucs comme ça. Un festivalier ne pourra pas à Japan Expo tout faire, loin de là. Il sera obligé de faire des choix. Je pense que c'est ça la grosse différence par rapport aux autres événements, de taille plus petite. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'un événement plus petit est forcément moins bien, hein. C'est-à-dire jusqu'ici c'est gigantesque, c'est vraiment un niveau... Mais Japan Expo c'est avant tout un espace de rencontre. Alors le stand No Life, c'est principalement un moment où on peut discuter avec les spectateurs. Et ça c'est vraiment bien, c'est le moment où ils nous disent un peu ce qu'ils ont aimé pendant l'année, comment ils reçoivent la chaîne. Et il y en a beaucoup d'entre eux cette année qui nous ont remerciés. Ça fait bizarre qu'ils nous remercient parce que c'est plutôt nous qui sommes redevables. Les spectateurs se sont abonnés pour faire vivre la chaîne, ils ont sauvé la chaîne un nombre incalculable de fois, ils nous ont soutenus. C'est une communauté hyper soudée, hyper forte et ils nous remercient. Alors que c'est grâce à eux qu'on arrive à faire ce qu'on aime. Voilà, c'est hyper touchant et à chaque fois je les dis mais non, c'est nous qui devons vous remercier. Japan Expo c'est également un énorme hall consacré de manière intégrale aux jeux vidéo. Il faut savoir qu'à la Japan Expo 2011, nous fêtons tous ensemble et tous dans le cœur les 20 ans de Sonic. 20 ans que Sega s'est approprié cette mascotte particulièrement efficace qui est Sonic le hérisson, connu mondialement, autant ou certainement pas loin que Mario est la mascotte de Nintendo. Et c'est vrai que nous sommes particulièrement fiers, finalement nous-mêmes à Mosama.com, d'aider un partenaire qui est Sega France en l'occurrence, pour réaliser cet événement lié à notre hérisson préféré, parce que bien sûr il n'y en a pas tant qui possèdent un tel aura. Donc Sonic, nous t'aimons beaucoup, Sonic, nous fêtons tous ensemble et en cœur tes 20 ans et nous espérons tous qu'il y aura encore de nombreux épisodes de Sonic à venir qui seront tous d'aussi excellente qualité que le Sonic Generations qui vient de sortir. Mosama.com, c'est une association, donc loi 1901 à but non lucratif, qui a pour but principal de préserver le patrimoine numérique. Ce que j'entends par patrimoine numérique, c'est tout ce qui est l'histoire de l'informatique, l'histoire des jeux vidéo et finalement tout ce qui est numérique autour de nous. Donc bien évidemment ça inclut la téléphonie portable, ça inclut le multimédia au sens très large, les lecteurs MP3, le DVD, etc., etc. Tout ce qui est lié à ces matériels, tout cela
nous souhaitons le mettre en valeur au sein d'un musée national des cultures numériques ou des jeux vidéo, quel que soit le nom. En tout cas, une entité directement supportée par le gouvernement pour que ces collections d'objets puissent être pérennes. Nous sommes certainement à la tête d'une des plus grandes collections d'Europe, ça c'est à peu près certain, voire du monde, c'est difficile à évaluer, avec une estimation de la part de nos conservateurs et responsables de collection à plus de 50 000 pièces. 50 000 pièces, ça correspond à des milliers de machines, donc on parle de micro-ordinateurs, de consoles de jeux, également d'accessoires du périphérique, les joysticks, les tapis de danse, tout ce que vous pouvez bien imaginer, et également tout ce qui est lié à la littérature, tous les objets de contexte par rapport à cette histoire dans l'informatique et les jeux vidéo. Donc il y a des milliers de magazines, de fanzines, de livres, d'auteurs, etc., etc. Nous sommes sollicités, nous avons été sollicités déjà en 2010 pour faire en sorte que pour la première fois de l'histoire en France, le jeu vidéo passe le palier d'un musée national. C'était le cas de Museo Games au musée des Arts et Métiers, ce qui a duré 6 mois, ce qui a excessivement bien marché. Et bien évidemment, Museo Games continue de vivre, d'être itinérante. Elle est actuellement encore en cours à Mulhouse, au musée Electropolis d'EDF. Et voyant ce succès, voyant le fait que finalement nous ne nous étions pas trompés sur l'intérêt du public, sur notre intérêt à nous, de créer donc ce musée national et des expositions ouvertes au grand public avec du matériel jouable, intégralement jouable et historique bien sûr. Ce sera certainement la plus aboutie des expositions sur l'histoire du jeu vidéo dans lequel vous allez pouvoir retrouver tout ce que représente le jeu vidéo. Les éditions Pixel Love étaient également présents, ces derniers étant spécialistes en termes de littérature liée aux jeux vidéo. L'auteur des 3 volumes de l'histoire du Nintendo y était présent. Les 3 tomes de l'histoire de Nintendo paraissent en fait depuis maintenant un peu plus de 3 ans avec un rythme d'environ 1 par an. C'est un travail de recherche avec beaucoup d'investigation. J'ai passé plus de 6 ans au Japon et j'ai passé aussi donc mon temps libre à faire des recherches sur l'histoire de Nintendo qui me passionnait et j'ai compilé en fait le résultat de mes recherches avec l'aide de différentes personnes, un ami qui s'appelle Yamazaki. Ça représente voilà un travail de documentation assez long et certainement ce qu'il y a de plus complet aujourd'hui au monde, même au Japon. C'est vrai qu'ils n'ont pas d'ouvrages ou de documents qui permettent de recentrer autant d'informations en un seul coup. Notamment le volume 1 qui présente en fait le premier siècle d'existence de Nintendo, totalement méconnu chez nous, qui est relativement unique au monde et qui plaît beaucoup en fait aux historiens et aux amateurs de l'histoire du jeu vidéo. Florent Gorge nous a également fait part de la création de sa nouvelle maison d'édition nommée Omake Books. J'ai créé Omake Books, une petite maison d'édition il y a maintenant un peu plus de 6 mois, donc au mois de janvier 2011. Et qui me permet en fait de publier un certain nombre d'ouvrages qui me font plaisir, des ouvrages que j'écris en général moi-même. Je fais de l'auto-édition on va dire, et sur différents thèmes qui me tiennent à cœur, donc le Japon. Il y a notamment un petit livre qui s'appelle l'Anthologie du Franc-Poney, un livre humoristique avec des photos en fait prises au Japon sur des inscriptions qu'on peut voir un peu partout dans la rue au Japon, en français, enfin en pseudo-français parce qu'on appelle ça même le Franc-Poney. Il nous a également touché quelques mots concernant sa rencontre avec Takahashi Meijin, grand nom du jeu vidéo au Japon. Ce dernier ayant vécu ses heures de gloire dans les années 80, au travers notamment de prouesses vidéoludiques qui lui ont valu d'être coopté en tant que mascotte d'Hudson Soft, ce qui donna naissance à quelques jeux vidéo mettant en scène justement Takahashi Meijin. Takahashi Meijin, c'est vrai que c'est un grand nom du jeu vidéo japonais que moi j'appréciais beaucoup pour son histoire, pour son apport aussi à l'univers du jeu vidéo. Je tenais absolument à le rencontrer, j'ai eu la chance de le rencontrer et au moment de la sortie de son livre qui était une biographie, et avec Pixel Love on a décidé de décrocher les droits de ce bouquin japonais et donc on l'a traduit pour le public français. C'est une personne qui, elle encore, n'est pas forcément très connue du public français, mais qui a énormément apporté au monde du jeu vidéo japonais, et surtout à l'époque